Ça, c'est les États-Unis tels que nous le connaissons aujourd'hui. Le pays le plus riche du monde. Un pays qui captive autant par sa culture que par ses prouesses technologiques. C'est une réalité qui peut sembler persistante. C'est la réalité sans aucune autre alternative. Mais la réalité n'est que le résultat d'enchaînements d'événements improbables du passé. La Grande-Bretagne sort endettée de la guerre de 7 ans et, à la recherche d'argent, est contrainte dans les années 1760 d'imposer une série de taxes à ses colonies. 13 colonies d'Amérique du Nord se sont rebellées contre cette injustice et ont fait la guerre aux Anglais, jusqu'à ce qu'ils déclarent leur indépendance le 4 juillet 1776. Il était peu probable qu'en moins de 100 ans, ces 13 colonies deviennent une puissance mondiale. Pourtant, les actions d'esclaves africains rebelles, menées d'abord par Toussaint Louverture, puis Jean-Jacques Dessalines sur une petite île des Caraïbes, vont faciliter l'enchaînement des événements qui vont permettre la formidable expansion des États-Unis d'Amérique. Dans la nuit du 14 août 1791, à Bois-Caïman dans la colonie française de Saint-Domingue, pour planifier une révolte à grande échelle, des esclaves noirs participent à une cérémonie religieuse secrète présidée par Duty Boukman, un esclave de la Jamaïque, et Céline Fatiman, une mambo-mulâtresse. Le 22 août, Saint-Domingue était un champ de bataille avec différentes factions se disputant le contrôle de la colonie. À cette époque, Toussaint Louverture, ancien esclave, devenu chef militaire, a commencé à gravir les échelons en raison de ses capacités tactiques, de son leadership et de ses compétences diplomatiques. Combattant initialement pour les Espagnols contre les Français, Toussaint changea de camp en mai 1794 après que le gouvernement français eut officiellement aboli l'esclavage. C'était une décision stratégique qui lui a permis de gagner le soutien de la population noire. De 1794 à 1798, avec sa nouvelle alliance française, Toussaint a combattu et chassé les Espagnols et les Britanniques qui avaient envahi Saint-Domingue en 1793. Malgré l'alliance française, il a agi avec une autonomie considérable, consolidant le pouvoir et mettant en œuvre ses politiques, telles que la restauration de la discipline et du travail dans les plantations. Il réussit ainsi à diminuer progressivement l'influence de la France dans la colonie, même si Saint-Domingue restait, sur le papier, un territoire français. En 1799, une guerre civile connue sous le nom de guerre des couteaux éclate entre Toussaint Louverture et son rival mulâtre André Rigaud, qui contrôle le sud de Saint-Domingue. Toussaint sortit victorieux en juillet 1800, amenant effectivement tout Saint-Domingue sous son contrôle. Ayant solidifié son pouvoir à Saint-Domingue, Toussaint tourna son attention vers la partie orientale d'Hispaniola, l'actuelle République dominicaine. Le traité de Bâle, signé en 1795, mit fin au conflit entre l'Espagne et la France et céda la partie orientale d'Hispaniola à la France. Cependant, les autorités françaises ont tardé à prendre le contrôle effectif. Santo Domingo était encore contrôlé par une administration espagnole. En janvier 1801, sans le consentement de la France, Toussaint envahit le territoire, en prenant le contrôle en mars. Son invasion réussie faisait partie de sa vision d'une île unifiée et autonome, exempte d'ingérence étrangère et de la menace de l'esclavage. En juillet 1801, Toussaint promulgue une constitution pour Saint-Domingue qui le nomme gouverneur général à vie et prévoit une éventuelle indépendance et la fin de l'esclavage. Bien que la Constitution reconnaisse la souveraineté française, elle démontre qu'il est le maître absolu de la colonie. Même si Toussaint Louverture a réussi à prendre le contrôle de Saint-Domingue aux dépens des Français, son autorité a été, dans une certaine mesure, acceptée par la métropole, qui après la Révolution française a été gagnée par le jacobinisme. Cependant, après le coup d'État de 1799 en France, le pouvoir était entre les mains du consulat, avec Napoléon Bonaparte comme premier consul et de facto le véritable dirigeant. Bonaparte, bien que pro-jacobin au début de sa carrière militaire, ne partageait pas les idées progressistes de la Révolution française, notamment en matière d'esclavage. Avant son arrivée au pouvoir, le directoire qui dirigeait la France envisageait, dans le cadre de la guerre contre les Britanniques, d'envahir la Jamaïque avec l'aide de Toussaint Louverture. Bonaparte, au début, a embrassé cette idée.
Il prépare même une lettre à envoyer à Toussaint disant « Former et organiser la garde nationale et les troupes de ligne. J'espère que le temps n'est pas loin où une armée de Saint-Domingue pourra contribuer à l'expansion des possessions et la gloire de la France dans votre partie du monde. » Bonaparte n'enverra jamais cette lettre à Toussaint. L'ascension au pouvoir de ce général noir et ses ambitions évidentes lui ont fait voir en Toussaint un adversaire bien plus qu'un allié. Toussaint avait pris la partie est d'Hispaniola, alors qu'il lui avait explicitement demandé de ne pas le faire. Il vit aussi la constitution promulguée par Toussaint comme une insulte. Il finit par prendre parti pour le lobby des planteurs français qui avaient vu disparaître leur formidable source de richesse qu'était Saint-Domingue. En effet, le dur système esclavagiste de Saint-Domingue avant 1791 permettait une production de sucre et de café sans précédent. C'était la colonie qui apportait le plus de revenus à sa métropole par rapport aux autres colonies. Saint-Domingue produisait à lui tout seul 40% des exportations françaises. La révolte des esclaves a mis un terme à cette exploitation inhumaine. Bonaparte voulait le restaurer. Cependant, il a vu cette restauration de l'ancien système dans un cadre beaucoup plus grandiose qui convenait mieux à sa mégalomanie. Il rêvait d'un empire français autosuffisant en Amérique. Si Saint-Domingue produisait beaucoup de sucre et de café, elle comptait sur l'extérieur pour l'approvisionner en denrées alimentaires pour la subsistance de ses habitants. Et, étant donné l'incapacité de la France à envoyer suffisamment de flottes marchandes pour répondre aux besoins de la colonie, les colons commerçaient beaucoup avec les Anglais. Et ce fut une pratique que Toussaint poursuivit en établissant des accords commerciaux avec l'Angleterre et les États-Unis. Bonaparte voulait donc restaurer la production sucrière esclavagiste à Saint-Domingue, mais aussi s'assurer de garder une exclusivité commerciale avec l'île. Pour ce faire, il allait utiliser la Louisiane, un vaste territoire d'Amérique du Nord redevenu français après la signature d'un accord secret avec l'Espagne en octobre 1800. La Louisiane produira des denrées alimentaires, notamment du blé, pour nourrir les colonies productrices de sucre, comme Saint-Domingue, la Guadeloupe et la Martinique. Le plan pour se débarrasser de Toussaint Louverture a également été facilité par les pourparlers de paix entre la France et l'Angleterre. Bonaparte avait désormais les mains libres pour envoyer des troupes importantes pour son expédition. Et lorsque les Français ont commencé à évoquer leur intention de restaurer leur autorité à Saint-Domingue, les Anglais se sont montrés favorables à cette idée car la révolte des esclaves de Saint-Domingue était un mauvais exemple et une menace pour le modèle économique qui assurait la prospérité de toutes les grandes puissances impliquées dans la traite des esclaves et l'exploitation de la force de travail des Africains. Bonaparte devait également compter sur un autre allié dans sa quête pour rétablir l'autorité française à Saint-Domingue, Thomas Jefferson, le nouveau président américain. En juillet 1801, le chargé d'affaires, Louis-André Pichon, rencontre Jefferson pour avoir le soutien des États-Unis contre Toussaint. Comme avec l'Angleterre, la France avait maintenant de meilleures relations avec les États-Unis après la période de quasi-guerre de 1797 à 1801 lorsque les Américains et les Français s'affrontaient dans des combats navals dans les Caraïbes. Aussi, comme pour l'Angleterre, les États-Unis ont vu la révolte des esclaves de Saint-Domingue comme un mauvais exemple pour leurs propres Africains réduits en esclavage. Déjà en Virginie, l'ancien esclave Gabriel Procé avait planifié une révolte inspirée par le succès des Noirs de Saint-Domingue. Et Jefferson lui-même était très alarmiste en ce qui concernait Saint-Domingue. Il prévoyait que Toussaint Louverture déclarerait l'indépendance d'Hispaniola pour créer une nation hors la loi de sauvages qui pourrait même les attaquer pour libérer des esclaves. La prise par Toussaint de la partie orientale de l'île a enrichi l'imaginaire américain de la crainte d'une éventuelle république africaine déchaînée à quelques kilomètres de leur côte. Bien que Jefferson fût d'accord avec la France pour rétablir l'équilibre des pouvoirs dans la région, il avertit Pichon que les États-Unis avaient des activités commerciales très lucratives avec l'île et souhaiteraient conserver ces échanges avec une éventuelle future administration française. En effet, Saint-Domingue était très dépendante des États-Unis pour son approvisionnement. Et ce qui était sous-entendu dans la démarche de la France en sollicitant le soutien des États-Unis, c'est que lors des opérations militaires des hommes de Bonaparte sur l'île, les Américains allaient approvisionner les ports contrôlés par les Français et déserteraient les ports contrôlés par Toussaint pour affamer les rebelles. Cependant, l'attitude de Thomas Jefferson va peu à peu changer face au projet de Bonaparte. Les rumeurs selon lesquelles la France aurait secrètement acquis la Louisiane de l'Espagne ont été confirmées. Aussi, Jefferson commença à recevoir des rapports et notamment celui de son ministre en Grande-Bretagne, Rufus King,
selon lesquels l'objectif de Bonaparte n'était pas seulement de restaurer l'hégémonie française à Saint-Domingue et en Guadeloupe, mais aussi de prendre possession de la Louisiane et particulièrement de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, située à l'embouchure du fleuve Mississippi, permettait aux agriculteurs et marchands américains des vastes territoires de l'intérieur de transporter leurs marchandises, en particulier les produits agricoles tels que le coton, le maïs et le blé, vers un grand port d'exportation. Une fois les marchandises arrivées à la Nouvelle-Orléans, elles pouvaient être facilement chargées et expédiées vers les marchés du monde entier. Le début du XIXe siècle a vu un boom de l'agriculture américaine dans les territoires à l'ouest des Appalaches. La facilité de transport de ces produits agricoles sur le Mississippi vers la Nouvelle-Orléans, plutôt que sur les montagnes vers les ports de l'Est, a rendu la Nouvelle-Orléans cruciale pour l'économie américaine. La Nouvelle-Orléans était un point d'achoppement. Jefferson eut même à dire « Il n'y a sur le globe qu'un seul endroit dont le possesseur est notre ennemi naturel et habituel. C'est la Nouvelle-Orléans. » Avec l'Espagne comme voisin, les Américains se sentaient plus en sécurité, car l'Espagne est devenue faible et n'a plus d'ambition impérialiste. Contrairement à la France de Bonaparte. Jefferson, bien que francophile, ne faisait pas confiance à Napoléon qui était manifestement un mégalomane autoritaire qui pratiquerait un commerce exclusif et qui pourrait envahir leur territoire à tout moment. Face à la menace Bonaparte, l'éventuelle indépendance des Noirs de Saint-Domingue devint un moindre mal. Jefferson a même commencé à parler en bien de la gestion de l'île par Toussaint Louverture. Dans une lettre au gouverneur James Monroe de Virginie, il a affirmé que les Noirs de Saint-Domingue s'étaient établis dans une souveraineté de facto et se sont organisés sous des lois et un gouvernement normaux. Et quand Jefferson a appris l'ampleur de l'armada française, il était clair que Bonaparte avait des agendas cachés. Sous le commandement du beau-frère de Bonaparte, le général Charles Leclerc, l'expédition comprenait une force massive d'environ 30 000 soldats. Une flottille navale considérable accompagnait l'expédition, composée de nombreux navires de guerre, frégates et autres navires. 3 500 hommes sous les ordres du général Antoine Richepense seront également dépêchés en Guadeloupe, où les agissements du commandant de bataillon Louis Delgrès menacent également l'autorité de la France. Bonaparte a chargé Leclerc de désarmer les rebelles de Saint-Domingue et d'arrêter leur chef, de restaurer l'hégémonie blanche et de rétablir l'esclavage et le système de l'exclusif. Une fois l'ordre rétabli sur l'île, ce qui, selon Bonaparte, ne prendrait que 6 semaines, Leclerc reçut l'ordre de se rendre à la Nouvelle-Orléans pour prendre possession de la Louisiane et y établir l'autorité française. Tout ce plan était, bien sûr, gardé secret. Même les planteurs qui ont fait pression pour l'Ancien Régime ignoraient que Bonaparte avait l'intention de restaurer l'esclavage. Bonaparte avait promis à Toussaint qu'il protégerait la liberté des anciens esclaves, mais Toussaint Louverture n'était pas dupe. C'est pour cela, lorsque les hommes de Leclerc abordent les côtes de Saint-Domingue en janvier 1802, Toussaint et ses hommes comme Jean-Jacques Dessalines, Jacques Maurepas, Henri-Christophe et Laplume sont sur pied de guerre. Cependant, malgré la courageuse résistance des rebelles, les Français s'emparent les uns après les autres des principales villes et ports de la colonie. Le Cap-Français, Fort-Dauphin, Port-au-Prince, les Gonaïves, Saint-Marc, tombent tous entre les mains des hommes de Leclerc. À mesure que les ressources diminuaient et les zones contrôlées par les rebelles se sont rétrécies, le moral commençait à baisser. Christophe, Dessalines, puis Toussaint se sont rendus. Toussaint fut assigné à résidence, mais Leclerc lui restitua son grade et ses biens. Au début de mai 1802, la stabilité est revenue sur l'île, le commerce a repris dans les ports et les rebelles maîtrisés ont conservé leurs terres et leurs rangs. Bien qu'assigné à résidence, Toussaint continua d'écrire à ses hommes et leur demanda de se tenir prêts. Toussaint fut invité à discuter avec Leclerc, mais se vit arrêté et embarqué sur un navire pour la France. Avant de partir, le 12 juin 1802, il prononça ces mots, qui resteront célèbres dans l'histoire. « En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. » Toussaint fut emprisonné en France où, à l'âge de 59 ans, il mourra d'une pneumonie dans le froid glacial de Fort-de-Joux dans le Jura, le 7 avril 1803. Les hommes d'Antoine Richepense en Guadeloupe eurent également une victoire similaire. Après le suicide de Louis Delgrès et de 300 de ses hommes, le 28 mai 1802, l'autorité française fut rétablie sur l'île. Mais Richepense, qui va trop vite en besogne, rétablit l'esclavage en Guadeloupe. À Saint-Domingue,
la nouvelle du rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe raviva l'esprit de révolte des Noirs, qui savaient qu'ils ne pouvaient pas faire confiance aux Français. La tentative de Leclerc de désarmer les rebelles s'est retournée contre lui, aggravant les tensions. Des généraux noirs comme Dessalines et Christophe, qui s'étaient calmés, reprennent la rébellion. Des officiers mulâtres comme André Rigaud, Alexandre Pétion et Jean-Pierre Boyer, que Toussaint avait exilés après la guerre des couteaux, ont été recrutés par Bonaparte et faisaient partie de l'expédition Leclerc. Mais ils ont subi le racisme des troupes françaises blanches, notamment du second de Leclerc, le général Donatien de Rochambeau, aussi brutal contre les Noirs que les mulâtres. Rigaud est contraint de quitter l'île. Les mulâtres comprirent alors que l'hégémonie blanche ne servirait pas leurs intérêts et rejoignirent la rébellion sous le commandement de Jean-Jacques Dessalines. Et Dessalines brillera en se montrant comme un leader déterminé. « Liberté ou la mort » est devenue la devise de la Révolution revigorée. Les Noirs étaient prêts à mourir au combat plutôt que de retourner à l'esclavage. Les soldats français tombaient comme des mouches dans les combats et les villes revinrent peu à peu sous l'autorité des rebelles. Aussi, une épidémie de fièvre jaune ravageait les rangs des Français, qui n'avaient aucune protection immunitaire contre cette maladie tropicale. Leclerc commençait à désespérer, ayant déjà perdu plus de 20 000 de ses hommes. En octobre 1802, il écrit à Bonaparte pour plaider en faveur d'une guerre d'extermination. Il faut détruire tous les Noirs des montagnes, hommes et femmes, et ne garder que les enfants de moins de 12 ans. Il faut détruire la moitié de ceux des plaines et on ne doit pas laisser dans la colonie une seule personne de couleur qui ait déjà porté l'épaulette. Il demanda également 30 000 soldats supplémentaires et ajouta dans sa lettre à Bonaparte : « Si vous ne pouvez pas envoyer les troupes que je demande, la colonie sera à jamais perdue. » Leclerc mourut le mois suivant, atteint de la fièvre jaune. Finalement, 20 000 soldats français supplémentaires arriveront à Saint-Domingue en janvier 1803. Ce seront les derniers renforts que la France enverra dans la colonie rebelle. Lorsque Bonaparte apprit la mort de son beau-frère, il savait que Saint-Domingue était une cause perdue. Pendant ce temps, aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, la situation empirait. La Nouvelle-Orléans, que les Français n'avaient pas encore prise, était toujours administrée par les Espagnols. L'administrateur espagnol Juan Ventura Morales a décidé de révoquer le droit de dépôt. Le droit de dépôt permettait aux agriculteurs américains de stocker leurs marchandises à la Nouvelle-Orléans sans payer de droits de douane. Les fermiers des États de l'Ouest bordant le Mississippi et dépendant du port de la Nouvelle-Orléans étaient furieux. La révocation menaçait la subsistance économique de ces agriculteurs. La question était si vitale que certains ont même suggéré que les territoires occidentaux pourraient devoir se séparer des États-Unis et s'aligner sur une puissance étrangère pour garantir leurs intérêts économiques. D'autres envisageaient la guerre. Le président Jefferson était profondément préoccupé par la situation. Même s'il pensait aussi que la guerre était une option pour faire face à la crise, il voulait toujours régler le problème par la voie diplomatique. Et apprenant la débâcle de l'expédition Leclerc à Saint-Domingue, il savait que cela lui faisait gagner du temps pour discuter avec les Français, qui ne pourront plus prendre la Nouvelle-Orléans de sitôt. Ainsi, Jefferson envoya James Monroe à Paris en janvier 1803 avec une offre d'achat de la Nouvelle-Orléans. Monroe devait rejoindre dans ces négociations le ministre américain en France, Robert Livingston. Les États-Unis étaient prêts à dépenser jusqu'à 10 millions de dollars uniquement pour la Nouvelle-Orléans et, si possible, certaines parties de la Floride. Alors que les émissaires américains étaient prêts à négocier pour la Nouvelle-Orléans, les priorités de Napoléon Bonaparte changeaient. Les hostilités entre la France et la Grande-Bretagne reprenaient à nouveau et Bonaparte avait désespérément besoin d'argent pour financer cette guerre inévitable avec les Anglais. Saint-Domingue était pratiquement perdu, et sans Saint-Domingue, la Louisiane ne servait à rien. La vache à lait était Saint-Domingue. Le rôle des terres de la Louisiane était de nourrir la vache à lait. Bonaparte ne voyait plus l'intérêt de défendre ce territoire nord-américain qui pouvait facilement tomber aux mains des Anglais venus du Canada. Il a donc préféré céder ce territoire de 2 144 520 km² aux Américains pour la modique somme de 15 millions de dollars. Cette vaste étendue de terre s'étendait du fleuve Mississippi aux montagnes rocheuses et du golfe du Mexique à la frontière canadienne. Les négociateurs américains, qui ne voulaient que la Nouvelle-Orléans, furent stupéfaits par cette offre, sans doute la meilleure transaction foncière de l'histoire. Monroe,
sans même attendre l'autorisation de Jefferson, s'empressa d'accepter l'offre avant que Bonaparte ne changeât d'avis. Il a signé le traité le 30 avril. Jefferson a pris connaissance de l'accord au début de juillet 1803 et l'a ensuite soumis au Sénat américain pour ratification plus tard ce mois-là. Le Sénat a approuvé le traité le 20 octobre 1803 et les États-Unis ont officiellement pris possession du territoire de la Louisiane en décembre 1803. Ainsi, sans même verser une goutte de sang, les États-Unis ont du jour au lendemain doublé la taille de leur territoire. Pendant ce temps, à Saint-Domingue, le 18 novembre 1803, les rebelles venaient de livrer leur dernière bataille à Vertières, où Rochambeau, qui a succédé à Leclerc, concédera enfin la défaite de la France. Le 1er janvier 1804, Saint-Domingue, devenu Haïti, proclama son indépendance avec Jean-Jacques Dessalines comme chef de l'État. Ainsi s'effondra l'empire colonial de la France en Amérique, qui ne gardera jusqu'à aujourd'hui que la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane française. Exilé à l'île Sainte-Hélène de 1815 à 1821, Napoléon exprimera des regrets. Une de mes plus grandes erreurs, et que je regrette encore, a été d'envoyer une armée à Saint-Domingue, confessa-t-il. Si j'avais utilisé une armée de Noirs libres avec des officiers français, cela aurait causé des dommages indescriptibles aux Anglais. J'aurais pris la Jamaïque, et leurs autres colonies auraient été compromises. Les rebelles d'Haïti, luttant pour leur liberté sans le savoir, ont permis aux Américains de changer leur parcours dans l'histoire du monde. L'achat a fondamentalement transformé la façon dont les Américains se percevaient eux-mêmes. Les vastes espaces ouverts du territoire de la Louisiane ont attiré des immigrants de toute l'Europe, modifiant le caractère de la nation en augmentant sa diversité sociale. La volonté de coloniser ce nouveau territoire a déplacé le regard du pays vers l'ouest, rendant une expansion quasi inévitable et donnant naissance, non pas au terme, du moins aux forces derrière le destin manifeste, l'idée selon laquelle les États-Unis avaient à la fois un droit et un devoir de posséder et de coloniser tout le continent. Avant l'achat de la Louisiane, les Américains avaient encore à bien des égards une attitude coloniale. Ils se tournaient toujours vers l'Angleterre et la France. Avec l'acquisition du territoire de la Louisiane, leur attention s'est déplacée vers leur propre continent. Pour la première fois, les Américains sont devenus les Américains tels que nous les connaissons, des gens avec une vision continentale. Il est difficile d'imaginer que les 13 colonies qui se sont rebellées contre l'Angleterre seraient devenues une puissance mondiale sans la conquête de l'Ouest. Et il est fascinant de réaliser que la révolution haïtienne, menée par d'anciens esclaves, méprisés et déshumanisés, à la poursuite de leur droit à l'existence, a été un catalyseur de ce moment charnière qui changera à jamais le cours de l'histoire humaine. Malheureusement, leur exploit, loin d'être vu par leurs contemporains comme une lumière sur l'autel de l'humanité, sera au contraire une menace pour les intérêts de ceux-là même qui ont brandi la liberté comme nouveau étendard de la civilisation. Tous les hommes sont créés égaux, n'étaient que de l'encre sur du papier. Le président américain Thomas Jefferson ne reconnaîtra pas cette jeune nation, même s'il avait souhaité sa victoire contre Bonaparte et avait même vendu des armes et des canons aux rebelles au cours de leur lutte acharnée. Il cherchera à isoler Haïti, qui ainsi, dès sa conception, a été brutalisé et opprimé. Il savait très bien que l'achat de la Louisiane n'aurait pas été possible sans le sang versé des Haïtiens.